Bonjour, bienvenue. C'est un plaisir de vous voir aujourd'hui pour cette nouvelle conférence des Midi Bad Giant. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux professeurs de GEM, École de Management. Donc, nous avons Mourad Chabi, professeur enseignant-chercheur en sécurité et risques géopolitiques. Ses domaines de recherche sont la sécurité, les risques et les relations internationales. Et il est dans l'enseignement supérieur depuis de nombreuses années et il est à l'origine d'une quarantaine de publications, donc revues classées, articles, ouvrages. Et son dernier article est paru dans la revue Diplomatie du mois de janvier-février 2026 et a pour titre ASML, une entreprise européenne au cœur des tensions sino-américaines. Et nous avons le professeur Ludivine Calamel, qui est professeur senior en sciences de gestion. Ses disciplines d'enseignement concernent le management en général, la méthodologie des recherches, le coaching. Et à GEM depuis 2010, elle est auteure d'une cinquantaine de publications académiques dans des revues classées et conférences. Et donc, nous sommes ravis d'avoir leur présentation aujourd'hui. Et donc, c'est une conférence qui a pour titre l'impact du contexte géopolitique sur l'évolution des règles et du marché du semi-conducteur. Bonne conférence à vous tous. Bonjour à tous, donc je m'appelle Ludivine. Nous allons vous faire une présentation aujourd'hui avec Mourad autour du marché des semi-conducteurs. Alors nous ne sommes pas experts des semi-conducteurs, nous avons une double expertise. Mourad, comme vous l'avez entendu et vu, plutôt dans tout ce qui est risque géopolitique et sciences politiques, et puis pour ma part plutôt en sciences de gestion. Donc j'ai apporté mon regard plutôt sur la partie méthodologie, on va dire, et vous le verrez, Mourad, sur la partie centrale. Donc nous sommes deux chercheurs, nous avons allié nos compétences pour vous présenter ce sujet qui va vous passionner et qui nous passionne sur une durée d'environ 30 minutes. Bonjour, bienvenue. Voici le plan de la présentation que nous vous proposons pour cette petite demi-heure. Une introduction générale avec une présentation de la problématique auquel nous allons nous attacher de répondre tout au long de cette présentation. Un petit encart sur les semi-conducteurs pour préciser de quoi on parle et quel est le sujet. Le contexte géopolitique global dans lequel s'inscrit notre étude, notre recherche. Une volonté de mettre hors jeu son challenger, vous le verrez par qui. L'impact de ces mesures sur le marché des semi-conducteurs et enfin une conclusion. On vous a mis juste en bas un encart des mots-clés que nous avons utilisés pour nos recherches. Donc, qui s'articulent autour de la globalisation, du découplage économique, de la souveraineté des semi-conducteurs et puis la compétition sino-américaine principalement. Alors, en guise de préambule, et puis Mourad pourra compléter, nous avons déjà présenté l'an dernier cette recherche. C'est une recherche assez grande puisque elle s'articule autour de différents projets. Un premier projet que nous avons présenté l'an dernier dans un congrès, le congrès de recherche Atlas AFMI, que vous voyez en haut à gauche, auquel nous avons aussi soumis ces travaux de recherche dans 2 congrès à venir en 2026. Et puis Mourad a une publication très récente dans Diplomatie, que vous voyez juste en haut à droite. Et puis il est allé présenter en tant qu'expert ses recherches à Poitiers il y a quelques jours. Tu veux en dire un mot Ok. Donc bravo à lui. On avance sur le plan de la présentation. Nous allons donc aborder sur 2 slides l'introduction et la problématique que nous vous proposons pour cadrer notre débat et notre sujet. Donc en guise d'introduction, c'est un monde changeant sur 2 slides, vous le verrez, avec l'importance des technologies et ce que cela amène dans le domaine des semi-conducteurs, nous concernant. Donc un rappel historique de l'utilisation de la technologie dans la compétition entre les différentes puissances et entre les différentes nations, vous le verrez juste après. Pendant la guerre froide, donc, la course à l'espace est lancée suite au choc de lancement par l'URSS du satellite Sputnik en 1957, et puis les USA qui répliquent et créent notamment la NASA en 1958 avec le lancement de la mission Apollo juste après. Une course à l'armement doublée d'une escalade nucléaire et initiée par Manhattan, donc au niveau des USA, puis après le premier essai de la bombe soviétique en août 1949.
Toujours en guise d'introduction, sur cette deuxième partie, donc un monde changement, l'importance des technologies. Dans nos sociétés modernes, la compétition entre puissances, donc entre les différents États, qu'elles soient militaires, économiques, géopolitiques, repose notamment sur les puces électroniques appelées semi-conducteurs. Ces composants sont les cerveaux de nos appareils électroniques. Ils sont nécessaires, on en a besoin pour pouvoir les créer et les distribuer. Donc ils sont indispensables à la fabrication, à la création et à la distribution, notamment de smartphones, d'électroménagers, de véhicules, etc. Leur fabrication constitue l'une des chaînes de valeur les plus stratégiques, comme vous le voyez, au cœur d'une compétition acharnée entre les différents États pour préserver ou conquérir, reconquérir leur souveraineté, leur indépendance technologique. Les semi-conducteurs donc, sont le socle des technologies de rupture telles qu'on les connaît aujourd'hui et qui montent de façon crescendo en IA, en robotique, pour les véhicules autonomes, la 5G, etc. Donc sans innovation dans les semi-conducteurs, aucune de ces technologies ne peut ou ne pourrait progresser. On vous propose la problématique suivante. Donc l'impact du contexte géopolitique sur l'évolution des règles du marché des semi-conducteurs. On va apporter un regard en management international, donc c'est plutôt le côté de Mourad, et puis en sciences de gestion et en géopolitique, qui est aussi le sien. Moi, je suis plutôt en sciences de gestion. L'analyse en fait, qui a été menée porte sur les 15 dernières années, un peu plus, même 17 dernières années, dans le marché des semi-conducteurs. Pourtant, j'ai rien touché. Promis. Allô ? Ça marche. Je vous assure que c'est bientôt fini la problématique. Après, c'est Mourad qui parle. Pas besoin de me mettre mute. Donc, ce que l'on vous propose, en fait, c'est l'analyse longitudinale, qualitative et géopolitique empirique. Donc, ça a été une étude basée donc, depuis 17 ans sur tout ce qui est articles de presse, articles des ouvrages, articles professionnels, articles académiques, mais aussi pour essayer de comprendre en fait, et de réaliser une frise chronologique qui retrace ces 15 dernières années de l'évolution du marché des semi-conducteurs. La problématique à laquelle nous allons vous répondre, c'est la suivante que vous voyez à l'écran. Quelles raisons poussent les États-Unis à chambouler le marché des semi-conducteurs et quels en sont les impacts ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore tout à fait comment cela se crée, on vous a mis quelques images pour préciser notre propos. C'est un processus qui est assez séquencé, la fabrication d'une puce électronique, comme vous le voyez ici, et on est dans l'extrêmement petit. Le slide suivant, j'en conviens, est un schéma qui date un peu, mais qui est assez exhaustif pour comprendre dans quoi nous pouvons retrouver les semi-conducteurs dans les produits grand public, où est-ce qu'on peut les retrouver, sachant qu'on pourrait tout à fait ajouter, par exemple, ici, les batteries des véhicules qui n'y figurent pas. En tout cas, le Sénat a repris cette image d'ST Microelectronics que vous connaissez tous très bien puisque c'est une entreprise phare de notre écosystème. Ici, nous vous proposons un panorama simplifié qui représente le cœur de l'industrie des semi-conducteurs avec, comme on le voit sur la partie gauche, tout ce qui a trait à la conception et la partie droite plutôt la production avec ce qu'on appelle les fonderies et puis les équipementiers. Et les uns et les autres s'alimentent en fait sur cette chaîne de valeur-là. Sur le slide suivant, c'est une estimation de l'évolution du marché avec des prévisions en croissance, voire en hypercroissance, comme vous pouvez le constater. Et enfin, le dernier schéma que l'on souhaite vous présenter, donc les pays à la pointe de la microélectronique, on voit ici une prédominance des entreprises asiatiques, mais avec des projections positives, notamment pour les États-Unis, comme vous l'expliquera Mourad juste après. On vous a mis aussi 3 points clés juste en dessous de ce schéma-là. Donc, de par leur domaine d'activité stratégique, certaines entreprises, telles que ASML ou Nvidia par exemple, deviennent de véritables actrices de la géopolitique internationale parce qu'elles vont faire évoluer les réglementations internationales, et vous le verrez, c'est le cas, cela arrive. Elles peuvent devenir des courroies de transmission de la politique étrangère des États, et enfin, elles peuvent bouleverser l'équilibre des puissances
ce que vous présente Mourad juste après. Pour pouvoir vous présenter en fait cette étude, le dernier slide que je voulais vous partager, c'est la méthodologie, la façon dont on s'y est pris pour pouvoir travailler et vous présenter ce travail. Donc une frise chronologique, en fait, c'est un immense tableau qui retrace année par année, voire mois en mois, tout ce qui se joue d'un point de vue entre les États sur le marché des semi-conducteurs, avec qui agit et dans quel but, et puis les conséquences que cela peut avoir. Donc cette frise chronologique du conflit sino-américain, principalement, nous permet de revenir sur l'évolution de ces relations entre ces deux pays-là, afin d'identifier les facteurs déclencheurs et l'évolution des tensions. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à travers les revues de presse, d'articles professionnels, des ouvrages, des articles de recherche scientifique, etc., mais aussi par le biais d'une démarche d'analyse qualitative. Nous avons rencontré des experts qui ont pu répondre à nos questions pour alimenter le débat et nous faire progresser dans la compréhension de l'évolution du marché des semi-conducteurs. Je laisse maintenant la parole à Mourad qui va vous expliquer la suite. Merci, bonjour tout le monde. Alors, au travers de cette introduction qui a été faite, on va continuer un peu à avancer et forcément, Ludivine a déjà apporté les quelques éléments concernant les États en question. On parle ici des États-Unis et de la Chine. Je suis désolé, je vais devoir revenir un peu et contextualiser d'un point de vue géopolitique. On n'a pas le choix parce que pour comprendre ce qui se joue, on a cette obligation de revenir un peu en arrière. Je vais être un peu scolaire sur quelques slides, rassurez-vous, et ensuite on ira dans le fond. Alors ici, il y a deux éléments de schéma qui permettent de comprendre. À gauche, l'évolution du PIB en pouvoir parité d'achat, donc concrètement en parité de pouvoir d'achat. On a un classement dans lequel la Chine apparaît comme première puissance mondiale. Donc la parité de pouvoir d'achat, c'est concrètement, ce sont des produits qui sont, ou bien les produits de consommation courante sont évalués dans une monnaie ou dans une monnaie qui est équivalente à celle des pays concurrents. Et là, vous voyez que la France est par exemple 9e puissance économique mondiale en termes de PPP et en termes de PIB classique à droite, qui est retenu par le FMI, la Banque mondiale et toutes les institutions internationales. Vous avez ici les États-Unis en tête, donc première puissance mondiale. Ce qu'il est important de voir, c'est qu'ici, de toute manière, quand on observe l'un ou l'autre, on a une montée assez impressionnante et assez régulière de la Chine en tant que puissance internationale. Et vous avez des institutions comme celle qui est mentionnée en bas qui travaillent sur la prospective. La prospective en tant que telle, bien évidemment, elle est ce qu'elle est. Il y a de nombreuses incertitudes, vous le voyez, au travers du marché, de tout ce qui peut se passer et que l'on n'attend pas. Mais on a une courbe qui est celle en noir des États-Unis qui évolue, et vous avez un croisement qui se fait après les années 2030 qui est éventuellement celle, ou qui serait éventuellement celle de la Chine en termes de PIB classique. Donc vous avez ici la puissance états-unienne aujourd'hui qui observe cette montée en puissance et ce rattrapage économique, et on va voir, l'économie est liée à la technologie, rattrapage grandissant. Et vous avez aussi d'autres États qui, l'Inde est une montée beaucoup plus souple et beaucoup moins importante de l'Europe. Couplé à cela, si on s'intéresse un peu à deux cartes, alors première carte sur laquelle je vais vous demander de prêter attention, c'est celle de droite. Droite en haut, en bleu, vous avez en 2000 tous les pays, notamment la couleur bleue signifie qu'une grande partie des pays de la communauté internationale, de ce monde, commercent avec l'Europe. La couleur bleu clair. La couleur bleu foncé, on a ici les États-Unis, et en rouge, la Chine. Et regardez la distinction, la différence entre 2020 et 2024. On a un basculement. Seule demeure l'Afrique du Nord, quelques pays du Moyen-Orient, qui n'ont pas encore basculé complètement en termes de commerce, majoritairement commerce avec la Chine, mais vous voyez qu'on a une vague rouge. Mais couplé à ça, en parallèle, à côté, on peut observer sur la gauche une capitalisation boursière. Alors là, c'est la valeur, ce n'est pas la valeur intrinsèque, c'est une capitalisation boursière estimée, et des drapeaux à côté. Et ce que l'on peut voir, c'est que vous avez ici une prédominance d'entreprises nord-américaines et principalement états-uniennes. Et ce qu'il est intéressant de voir ici, c'est que le texte d'en dessous, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit la chose suivante, que l'évolution chinoise s'est faite sur 20-25 ans, mais la Chine a rattrapé le navire, entre guillemets, elle est montée dans le navire contre la croissance, quand cette mondialisation était déjà actée. Ce qui a amené le fait que la Chine a raté l'essor, notamment de l'Internet, et qu'elle a été plutôt, entre guillemets, spectatrice
Et ce sont plutôt les pays de grande puissance comme les États-Unis ou quelques normes européennes qui ont été mises en place. Et justement, au regard de la stratégie chinoise que nous allons voir juste après, mais peut-être juste un peu après, là il y a une stratégie, une volonté notamment chinoise de ne plus, entre guillemets, rater l'essor des nouvelles technologies, et notamment celles portant sur le semi-conducteur, mais d'être ou d'en être un acteur principal. Alors, un autre élément, le semi-conducteur, c'est un rapport de l'OTAN que je vous invite à consulter, qui évoque justement cette notion de technologie dite de rupture et dans lequel les semi-conducteurs sont très souvent cités. Ce rapport, il est actualisé, il a été mis en ligne en 2022, mais il est actualisé tous les 6 mois à peu près. La dernière actualisation date il me semble, d'octobre ou de juin 2025, et celle d'octobre n'a pas encore été diffusée, mais ça va venir. Et qu'est-ce que dit ce rapport, Il évoque toutes ces technologies-là. Et quand vous regardez un peu la typologie de ces technologies dites prioritaires de rupture, vous pouvez vous rendre compte que dans beaucoup de ces technologies, les semi-conducteurs sont des éléments essentiels à l'évolution et justement à la réalisation et la maîtrise de ces mêmes savoirs, ce que l'on appelle les technologies prioritaires. À côté de ça, en dehors des travaux académiques ou de ceux des travaux de recherche menés par les groupes de recherche de l'OTAN, vous avez des travaux académiques ici, de chercheurs plus réguliers qui publient très régulièrement tout un ensemble d'articles de recherche, de travaux qui s'interrogent sur le devenir ou bien le côté stratégique de ces mêmes semi-conducteurs. Tout ça pour vous dire, en rappel de ce qu'il existait juste préalablement, donc de la stratégie chinoise, que la Chine a mis en place, à partir du moment où son rattrapage technologique s'est effectué, une stratégie complètement que l'on peut nommer comme étant décomplexée. Comment ? Il y a une ambition chinoise qui est celle de 2049. Les sources viennent du PCC, du Parti communiste chinois, donc ce sont des documents que tout le monde peut avoir accès. Et quelle est la stratégie chinoise ? 2049, tout en bas, c'est d'arriver au statut de première puissance mondiale avec une parité militaire et économique avec les États-Unis. En 2035, un peu avant, c'est un leadership technologique mondial. Et c'est peut-être ce sur quoi on va s'arrêter, mais préalablement, 2015 déjà, sous le règne de Xi Jinping, il y avait eu une volonté chinoise du plan Made in China 2025 avec un objectif qui est celui de 70% de produits technologiques, produits fabriqués localement en Chine. Bon, dans pas mal de domaines, on y est arrivé, dans le domaine des batteries, dans le domaine de la robotique, mais encore dans certains domaines, ce n'est pas complètement le cas, notamment celui des semi-conducteurs. Et enfin, tout ça pour vous dire que, en résumé, quelques éléments de travaux. Vous avez ici des noms d'instituts qui travaillent et qui publient pas mal de choses sur ces données. Les semi-conducteurs sont indispensables dans de très nombreux domaines clés. Il y a un certain nombre d'États, comme l'a démontré Ludivine tout à l'heure, autour duquel sont regroupées ces technologies, principalement en Asie. Vous avez ici les quelques noms, Chine, Corée du Sud, Japon, Taïwan, l'Europe avec un rôle mineur et les États-Unis. Et une technologie qui apparaît au cœur de la rivalité sino-américaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a une place de leader économique ou politique et militaire mondial détenue par les États-Unis et un État, la Chine, qui entend justement prendre la place du leader. À partir de là, un constat, les États-Unis sont une puissance militaire, encore une fois, et technologique sans égale aujourd'hui. La capacité d'innovation est très importante. Les Chinois rattrapent ce rattrapage et arrivent à grands pas. Selon quelques institutions qui évaluent, bien évidemment, toutes les institutions sont critiquables, l'OMPI, le WIPO, ou bien l'OMC, on a ici et là des données, des classements avec des piliers que l'on peut interroger, mais en l'occurrence, les États-Unis, dans le domaine de l'innovation, sont considérés comme les premiers mondiaux et les Chinois les 10e, au travers de tout un ensemble d'éléments que je vous invite à aller voir. Et là, bien évidemment, quand vous êtes sur le point d'être soit égalé, voire dépassé par un pays, les États-Unis ont mis en place, et surtout depuis l'arrivée du président Trump, premier mandat, on le verra, une politique de tenir à distance, éviter que les Chinois ne puissent être en mesure justement de dépasser, de maîtriser certaines technologies clés qui leur permettraient de dépasser les États-Unis. Avec tout un ensemble de plans, vous en avez ici quelques-uns, 550 milliards de dollars. Donc là, on a un retour massif de l'État, justement, dans des politiques, ce qui a toujours été le cas, mais qui est ici clairement nommé, établi et accepté. Du coup,
quelle est cette volonté de mettre hors jeu? Alors, elle commence, comme je vous l'ai dit, et je vais aller un peu vite parce qu'il y a 7-8 étapes, mais je vais aller plutôt rapidement avec un petit contexte pour éviter contextuel et vous laisser échanger. Alors, elle arrive, cette volonté de stopper, avec l'élection du président Trump, premier mandat, qui a été beaucoup moins, entre guillemets, agressif dans ses propos, dans sa stratégie, que celle que nous connaissons aujourd'hui. Et donc là, dès 2017, il est élu président de la République et il s'attaque directement à cette crainte qu'ont notamment différents appareils, que ce soit, vous le verrez, les démocrates ou les républicains, de la volonté chinoise de dépasser et de devenir, en l'occurrence, le second ou la seconde puissance mondiale. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va mettre en place des stratégies d'interdiction au travers d'une affaire qui a été retentissante dans les médias, celle de Huawei, avec l'arrestation de la fille du PDG de Huawei, et celle de ZTE ou d'autres entreprises, et des interdictions. Alors, qu'est-ce qui est mis en avant ici? C'est un potentiel ou des menaces potentielles d'espionnage. Des garanties sont données pourtant par Huawei pour installer des usines ici et là, en Angleterre ou en France, mais notamment oui, en Angleterre. Mais bien évidemment, il y a des pressions américaines très fortes pour éviter que justement Huawei ne puisse pénétrer le marché américain sans qu'il n'y ait de contrôle de la part des États-Unis. Les chercheurs commencent à parler ou à évoquer ce que l'on appelle le découplage économique et notamment le découpage technologique. Découpage technologique, pourquoi? Parce que certaines technologies, certaines puces sont interdites à l'exportation ou commencent à être interdites à l'exportation en direction de la Chine. Deuxième étape, 2019-2020. Alors, quelques institutions, des noms un peu barbares, mais on va les revoir un peu à la fin. Le FCC, qui va classer officiellement Huawei et ZTE comme menace pour la sécurité nationale. Pourquoi? Parce que les données, notamment des États-Unis, les données des citoyens américains sont considérées comme stratégiques. Les installations, que ce soit celles de l'Internet, celles des systèmes de paiement, le système SWIFT, l'extraterritorialité américaine permettent à tout un chacun, notamment aux États-Unis, de pouvoir avoir une mainmise et notamment un contrôle sur les données et les technologies. Il y a tout un ensemble de réglementations qu'on pourra discuter tout à l'heure. Et là, forcément, Huawei, c'est un peu un ovni qui arrive avec des technologies qui sont connexes, que les États-Unis ne maîtrisent pas ou n'ont pas envie justement de pouvoir installer dans leur écosystème national. Il y a différentes craintes qui sont liées à certaines obligations légales chinoises, ici par exemple de coopérer avec le renseignement, mais d'autres pays agissent de la même manière, la Russie, Israël, obligent notamment certains de leurs citoyens à. Troisième étape, on passe en 2020, et là on a un renforcement général du contrôle des technologies sensibles. Et ces technologies sensibles, justement, si vous vous attelez et regardez un peu la typologie, c'est ralentir les ambitions chinoises, notamment le plan que je vous ai évoqué tout à l'heure, qui avait été annoncé en 2015, qui est celui du Made in China 2025. Donc ralentir la capacité de la Chine à pouvoir rattraper son retard technologique, notamment au travers de l'achat et de la maîtrise de semi-conducteurs. Ça passe aussi par l'achat de machines à lithographie classique DUV, DUV ou EUV, avec des interdictions, des pressions notamment. Et l'objectif ici, c'est ralentir et limiter les exportations de technologies avancées. Ensuite, on a une autre étape qui est celle qui est concomitante avec le Covid. Et là, il y a un peu un choc dans le sens où les États-Unis se rendent compte, comme beaucoup de pays, de leur vulnérabilité. Pourquoi? Parce que les chaînes d'approvisionnement sont très étiolées, en l'occurrence, sont présentes un peu de partout dans le monde, et que forcément, en cas de crise sanitaire, ça a été le cas, les pays ont tendance à privilégier leur propre population et leur propre intérêt. Et là, on s'est rendu compte, de manière générale, mais ici pour les États-Unis, que les Américains n'entendaient plus et ne voulaient plus. Ils prennent conscience de leur, en l'occurrence, de leur dépendance, mais ne veulent plus dépendre justement de pays, et notamment le pays en l'occurrence ici visé, c'est la Chine. Et il y a notamment aussi cette volonté de réduire l'exposition américaine aux perturbations. Ce que l'on appelle perturbations, c'est la volonté du gouvernement chinois de privilégier sa propre population, ses propres industries, au détriment des autres, notamment dans cette ligne, dans cette mondialisation ou dans ces industries globalisées. Et là, on a un changement, une bascule. Trump ne gagne pas les élections, il les perd. Vous savez un peu ce qui s'est passé avec des difficultés. Et là, on a le président Biden qui arrive. Et même quand le président Biden arrive, les choses ne changent pas. C'est-à-dire qu'elles vont aller crescendo, que ce soit l'administration républicaine ou bien l'administration démocrate, les deux administrations sont exactement dans le même ordre d'idées. L'idée,
pour ici cette première, pour ce gouvernement et notamment le président Biden et toute son administration, c'est prévenir la modernisation militaire chinoise et éviter que les Chinois, que les entreprises chinoises ne puissent transférer ce que l'on appelle des technologies duales, à la fois utilisables dans le civil et dans le militaire, à destination des entreprises chinoises, ou bien que les entreprises chinoises ne puissent parvenir, via l'achat de machines, via des brevets, via la récupération de savoir, à pouvoir développer des systèmes d'armes, par exemple, en mesure de pouvoir stopper ou bien de pouvoir concurrencer ceux existants aux États-Unis. Et donc, il y a cette notion du Small Yard Fence, qui est celle de limiter les champs précis et non stratégiques. Donc, 2 petits jardins très précis où l'on va vraiment cibler les technologies dites de rupture, les technologies indispensables pour éviter que les Chinois ne puissent se les approprier. Étape 6, 2023, il y a un durcissement de ces règles qui vont être mises en œuvre. Et pourquoi ? Parce que les Américains, tout comme de nombreux alliés, se rendent compte que les Chinois tentent de contourner ces règles et d'essayer, via des pays tiers, ça peut être la Thaïlande, les Émirats arabes unis ou d'autres pays, d'obtenir des puces, d'obtenir des machines ou des systèmes ou des pièces détachées de certains équipements. Et donc, il y a également, et là, c'est clairement établi en 2023, renforcer le leadership américain dans toutes les technologies critiques et faire en sorte que les États-Unis soient inégalés en termes de puissance. Donc, que les challengers ne puissent dépasser, en l'occurrence, la puissance américaine. Étape numéro 7, 2024. On a ici une stratégie qui continue, mais il y a une optimisation de la conformité, justement, pour renforcer. Et donc là, on a besoin des alliés. Et donc là, il commence à y avoir tout un ensemble de discussions, ce qui avait déjà été le cas en 2019, 20, 21, mais il y a des mesures et des stratégies qui sont mises en œuvre en écoutant un peu les alliés ici, sous l'administration Biden, un peu plus que celle de Trump. Et il y a une coordination inter-agence que je vous présenterai juste tout à l'heure, concernant cette stratégie. Et enfin, avec le retour de l'administration Trump en 2025, il y a cette notion de gestion de l'équilibre entre sécurité nationale et leadership industriel, c'est-à-dire que vous avez des entreprises comme Nvidia ou bien d'autres qui disent au gouvernement américain, mais si nous arrêtons d'exporter nos puces, nos systèmes, forcément, ça va impacter à la fois nos marchés, notre capacité à faire mieux la prochaine fois. Et donc, vous avez ici une typologie de puces qui est permise ou un nombre précis ou une classification qui viendront et qui seront plus ou moins mises en œuvre fonction de ce qui peut, selon l'administration américaine, être dangereux ou non de transférer. Et une pression de plus en plus forte sur les alliés, on le verra au travers d'un exemple assez précis, qui est le cas de Taïwan. Pour rappel, donc, toutes ces agences, notamment, qui intercèdent et qui interfèrent dans ces législations, vous en avez tout un ensemble, mais pour faire rapidement, vous avez le BIS, qui est le Bureau de l'industrie et de la sécurité, le département de la défense, le DOD, le DOE, le département de l'énergie, avec les éléments connexes à côté. Chacune d'entre elles ont un rôle. Le département de Homeland Security, celui dont on entend actuellement parler, sur notamment ce qui est la notion de risque et risque intérieur. Le département de la justice, le département d'État et le département du Trésor. Sachant que, n'oubliez pas une chose, c'est que les États-Unis sont et possèdent de l'extraterritorialité, mettent en place l'extraterritorialité judiciaire et internationale, ce qui a justement son importance. On le verra tout à l'heure au travers d'un exemple. Alors, justement, quels sont les impacts de ces mesures sur le marché ? Alors, pour rappel, entre 90 et 2010, 12, 13, on était plutôt dans un marché, une mondialisation libre, qui constituait un moyen de garantir la paix avec des chaînes d'approvisionnement mondialisées. Et on est passé dès lors, d'une interdépendance mutualisée, ameneuse ou un peu une version kantienne des relations internationales, une version la paix en achetant et en développant un peu tous les autres États, à ce qu'on appelle weaponisation des interdépendances ou à une arsenalisation des interdépendances. Et pour ça, je vous recommande un ouvrage qui est assez intéressant, L'Empire souterrain, traduit de l'anglais, de 2 auteurs, Newman et Farrell, qui justement est assez remarquable dans sa manière de présenter les choses et d'aller, au travers des différentes technologies, différents outils, démontrer cela. Alors, cette asymétrie qui est économique, industrielle, politique, elle est mise au profit d'États, ici les États-Unis notamment, ou la Chine d'un autre côté, on le verra comment, notamment ceux qui possèdent les savoirs. Je vous donne un exemple, vous avez le fabricant néerlandais ASML qui fabrique les machines de lithographie, qui se voit
imposer des interdictions d'exportation en direction notamment de Pékin. Pourquoi? Parce qu'une grande partie des brevets sont issus d'entreprises américaines. Et donc forcément, si vous voulez exporter tel ou tel produit, c'est un peu le gars des Itarfree, hein, qu'en France on connaît, il vous faut l'autorisation de tel ou tel pays. Alors, plus concrètement, elles ont amené à quoi ces mesures? Elles ont amené la chose suivante. Elles ont fragmenté le marché des semi-conducteurs, notamment, le marché, avec des écosystèmes matériels distincts qui ont tendance à se voir. C'est assez intéressant d'observer, notamment dans le conflit russo-ukrainien, comment les Russes ont tenté dès le début d'importer massivement des semi-conducteurs plutôt de type occidental. Et avec le temps, petit à petit, au regard des différentes mesures d'interdiction, de blocage ou d'interdiction d'exportation qui étaient mises en œuvre dans différents pays, ils se sont reposés sur des semi-conducteurs de facture chinoise de plus en plus ou bien venant de pays alliés. Il y a eu un durcissement des restrictions sur ces technologies même avancées, des pressions très fortes sur les chaînes de valeur mondiale, et on verra justement le Pax Silicia qui vient d'être annoncé il y a très peu de temps, la thématique et ce sur quoi il porte. Les effets économiques sur les acteurs américains et les alliés peuvent être, et là c'est la nuance, des transferts d'opportunités, c'est-à-dire le fait de fermer le marché chinois et d'interdire ou d'inciter les entreprises internationales, notamment américaines ou européennes, à ne plus aller s'installer en Chine, peut ouvrir des opportunités pour d'autres États. C'est le cas de l'Inde, du Vietnam ou des États européens, de plus en plus d'autres acteurs. Il y a une volonté d'accélération de l'autonomie chinoise. Les Chinois ont lancé des prototypes, par exemple, de machines à lithographie EUV ou d'autres types de machines. Ils ne sont pas encore complètement précis. Il faudra encore des années pour maîtriser, bien évidemment, l'ensemble des cycles. Mais cette volonté d'interdiction, de blocage de transfert a justement poussé le gouvernement chinois a tenté, par tous les moyens possibles et imaginables, de pouvoir rattraper justement son retard, entre guillemets, et d'arriver à nouveau à concurrencer ici dans une technologie stratégique. Et enfin, des renforcements des politiques industrielles américaines en s'appuyant sur des alliés avec des plans massifs de soutien, comme on a pu voir précédemment avec les 550 milliards de dollars. Comment réagissent les Chinois et quelles sont les réactions américaines ? Alors, la Chine, réaction en 3 temps. La quête d'une autonomie stratégique, façonner les normes technologiques mondiales et créer un modèle de fusion civilo-militaire. Alors, le slide que je vais vous montrer juste après, vous avez des éléments qui n'apparaissent pas. Pourquoi ? Parce qu'on est en pleine réflexion sur le 3e papier de recherche. Et donc, tout n'apparaît pas parce qu'on ne peut pas, bien évidemment, présenter les résultats avant de les avoir définitivement. Mais on a une réduction de la dépendance aux technologies étrangères. Il faut savoir que la Chine a augmenté son budget de R&D à 580 milliards de dollars. C'est pratiquement ou très peu en dessous de celui des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a eu un effort faramineux de la part du gouvernement chinois, plus ou moins bien utilisé, hein, bien évidemment. On a une ouverture sélective du commerce international. Quand les États-Unis mettent des droits de douane un peu de partout dans le monde, la Chine vient d'annoncer qu'ils allaient supprimer tous les droits de douane pour l'Afrique à partir du 1er mai 2026. Bien évidemment, c'est dans une stratégie win-win pour elle, mais dans la réalité, si les pays africains, par exemple, ne sont dépendants de certaines technologies, c'est aussi le moyen pour elle de pouvoir toucher de nouveaux pays, notamment en exportant certaines de ces technologies déjà maîtrisées. Surmonter les goulots d'étranglement technologique au travers des budgets initiés, 580 milliards, mais également au travers de rachats d'entreprises. En l'occurrence, beaucoup d'entreprises chinoises aussi cherchent aussi à faire venir des chercheurs prestigieux, des personnes qui ont les compétences, en leur proposant des salaires assez faramineux, très intéressants. Reconstruire, refondre du système académique. Vous avez Tsinghua et Peking Université qui ont pour ambition notamment de former, avec l'ensemble des universités chinoises, 500 000 ingénieurs par an à compter de 2030. Bon, j'enlève la variable démographique, et notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et donc, il y a une vraie volonté de généraliser ces formations et d'être le premier hub mondial en termes de compétences scientifiques, en formant de manière assez large et avec des niveaux très bons. Renforcer le contrôle sur les chaînes d'approvisionnement. Je vous évoquerai tout à l'heure la stratégie du Pax Silicia qui a été mise en œuvre, et en créant des zones économiques spécialisées qui sont dédiées à l'innovation technologique. Et ça, c'est un peu comparable à ce que l'on peut voir et ce qui existe ici, par exemple. Deuxième élément, c'est une volonté de façonner les normes technologiques. Tout à l'heure, je vous avais parlé de l'Internet des années 90-2000. Il faut savoir que
dans toutes les nouvelles normes, il y a une stratégie chinoise qui est très claire. C'est celle du China Standard 2035. China Standard 2035, c'est quoi? C'est clairement augmenter sa présence dans les organismes de normalisation. Ça tombe bien, les États-Unis sont en train de quitter toutes les institutions internationales. En l'occurrence, ils se retirent et pendant ce temps, les Chinois, eux, se disent de toute manière, Trump, peut-être que c'est un épiphénomène, peut-être que pas. Mais en l'occurrence, on aura planté des drapeaux supplémentaires. Et pourquoi? Quand vous avez ou quand vous créez ou vous êtes à l'origine des technologies, vous pouvez prendre ce que l'on appelle le leadership de nouvelles technologies. Vous pouvez créer les alliances technologiques avec des États émergents. Des rapprochements ont lieu avec la Russie, avec le Brésil, avec d'autres pays. Voilà, on est dans un système multilatéral. Monétiser cette domination, je vous ai parlé tout à l'heure du marché africain qui allait être, ou dans lequel les droits de douane allaient être supprimés pour tous les pays d'Afrique. Et diffuser des standards via les nouvelles routes de la soie, BRI, etc., au travers de leurs entreprises, notamment technologiques, en installant leur système de télécommunications, etc. Un peu ce qu'ont fait les pays européens et les États-Unis pendant des années. Et enfin, la maximisation des développements civilo-militaires. Bon, c'est un peu ce qui existe un peu de partout dans le monde, en Europe, mais en Chine, on a cette volonté mise en place sous une doctrine 2015 et qui contribue à être celle du Made in China et de la technologie et l'application des technologies duales. Concernant les réactions américaines à ces stratégies chinoises, alors la première, vous la connaissez, c'est la continuité stratégique du MAGA, Make America Great Again. Donc forcément, les droits de douane, les blocages, tendre à pouvoir pousser les produits américains, où qu'ils soient, n'importe où dans le monde, en priorité. Il y a une deuxième stratégie, c'est le Pax Silicia, et enfin, celle de la pression maximale. Pax Silicia, c'est sorti il y a très peu de temps. C'est une coalition internationale. Et ce qui est intéressant de voir, ce sont les pays qui sont membres. Alors, vous avez une coalition, déjà, on va lire la définition, et vous allez comprendre le pourquoi de ces pays. Mettre en place une chaîne d'approvisionnement en silicium sécurisée, prospère et axée sur l'innovation, depuis les minéraux critiques et les ressources énergétiques, jusqu'à la fabrication de pointe, les semi-conducteurs, infrastructures IA et logistique. Et regardez la liste des pays. Vous avez Japon, Corée du Sud. Alors, également, vous avez ensuite États-Unis, forcément, et Israël, dans le domaine des semi-conducteurs, dans le domaine de la technologie. Les Pays-Bas également, vous avez ASML ou des autres entreprises qui sont reconnues. Le Royaume-Uni, qui est un allié de longue date. Les Émirats arabes unis dans le terme logistique, Singapour. Et vous voyez qu'une grande partie des pays européens n'y figurent pas. Et que ce partenariat entend l'Australie pour les ressources minérales. Et donc, c'est l'idée de pouvoir construire en parallèle une chaîne d'approvisionnement sécurisée pour les États-Unis et pouvoir passer, entre guillemets, de la Chine, notamment dans ce qui est, pour l'instant, la maîtrise et la domination chinoise en termes de métaux rares et d'abondance. Et deuxième stratégie, côté américain, c'est la pression sur Taipei, sur Taïwan. Alors, c'est assez récent, ça date d'il y a un peu plus d'un mois. Et là, un accord a été très intéressant et assez stratégique pour les Américains, a été mis en œuvre. Et là, vous avez une ligne. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les taxes étaient très basses et que le gouvernement, l'administration Trump, les a montées tout d'abord à 20%, avant de les baisser à 15%. Et le fait de les baisser à 15%, il y a eu un accord. N'oubliez pas la situation géopolitique de Taïwan, forcément, assez complexe. Et donc, qu'est-ce que cherche Taïwan? C'est une garantie à la fois économique, technologique, mais aussi militaire. Et cette garantie militaire de sécurisation, elle l'a obtenue au travers d'une vente d'armes assez conséquente, avec une promesse d'engagement de nouvelles ventes d'armes à venir d'ici à 2027-28. Des partenariats stratégiques, et là c'est assez intéressant, dans le domaine de l'IA, développement des semi-conducteurs, il faut savoir que l'entreprise TSMC est stratégique. Pourquoi? Parce qu'elle produit à elle seule entre 85 et 90% des puces de petite taille, de très haute technologie. Et donc là, il y a une volonté américaine de récupérer une partie de cette production, de cet écosystème. Ça ne sera pas aussi simple. Et ce qu'il est le plus important de noter, c'est que 500 milliards au total seront investis par Taïwan aux États-Unis, c'est-à-dire 250 milliards dans un premier temps par TSMC et des entreprises taïwanaises, donc pour fabriquer localement aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis ne peuvent pas accepter le fait qu'une grande partie de l'économie mondiale, notamment pour ce qu'il en est des puces les plus avancées dans le domaine des semi-conducteurs, soit produite à proximité d'une zone de tension entre la Chine et Taïwan. Et donc, c'est là où il y a une dissension entre ces 250 milliards pour les entreprises et près de 250 milliards, entre la vision chinoise
et taïwanaise. Pour Taïwan, d'ici à 2036, 20% de la production qui est actuellement lieu à Taïwan et qui va augmenter ira et sera produite aux États-Unis. Et pour les États-Unis, eux parlent de 40% de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc vous voyez qu'il y a une volonté de réappropriation de technologies et de savoirs que les États-Unis ont laissé avec le temps passer. Et donc on en arrive à cette conclusion. Ludivine, c'est à toi et je reprendrai le micro juste après. Alors, en guise de conclusion, on vous présente 3 slides distincts. Le premier, c'est l'importance stratégique des semi-conducteurs au niveau mondial. Donc, les contrôles à l'exportation imposés et donnés par les États-Unis, comme l'a présenté Mourad juste à l'instant. L'objectif est aussi d'empêcher la Chine d'acquérir des technologies qui permettent de produire des semi-conducteurs haut de gamme. Et puis, la supply chain qui est mise en place par les États-Unis, pensée pour être réactive et résiliente, comme on l'a vu, et pour avoir une domination sur le marché. Il y a des incitations fiscales aussi à produire et assembler aux USA, comme on l'a vu juste avant avec le CHIPS Act notamment. Et puis la coalition d'entreprises sur les semi-conducteurs. Donc, uniquement certaines entreprises y participent, et c'est sous le poids et la pression des États-Unis d'Amérique. Distorsion de la concurrence pour la Chine et pour l'ensemble des États n'ayant pas signé d'accord de libre-échange avec les USA. Et puis enfin, pour la Chine, sa souveraineté numérique est une condition sine qua non de son développement économique, comme on l'a vu sur les précédents diagrammes, notamment avec le passage l'objectif de l'année 2030. Les États-Unis donc passent à l'offensive, comme vous l'a présenté Mourad sur les slides précédents. Ils réorganisent la supply chain globale et ils souhaitent que tout passe par eux, avec eux et pour eux. Et puis, il y a les limitations américaines sur les semi-conducteurs avancés constituent pour Pékin donc un véritable défi stratégique, d'où l'objectif de passer 2030 pour pouvoir asseoir en fait leur indépendance et souveraineté dans ce domaine-là. Une dépendance forte par la Chine des technologies étrangères en matière des semi-conducteurs, comme on l'a vu aussi précédemment présenté par Mourad, mais interdiction à l'exportation vers les USA et certains de ses alliés de plusieurs métaux rares notamment, essentiels à la fabrication des semi-conducteurs et autres composants stratégiques. Enfin, dernier slide pour conclure, toutes ces décisions et tous ces choix décidés par certains pays qui gouvernent ou qui dominent, on va dire, ce marché-là, ont un impact sur les territoires. Et quand on regarde différents écosystèmes, dont le nôtre, ici à Grenoble, il y a des impacts en termes d'emploi. Donc, des suppressions de postes, telles qu'on a pu les connaître dans les années précédentes, mais aussi des recrutements, lorsqu'il y a des bonnes nouvelles et des ouvertures de lignes et de nouvelles salles blanches notamment. Et puis, une réallocation des ressources humaines pour mettre à bon escient en fait, les bonnes compétences au bon endroit. Impact sur la gestion des compétences aussi, avec la rétention des talents, l'attractivité, le fait d'attirer du mieux possible en fait, les talents et les compétences clés sur notre écosystème, sur notre territoire. Et c'est la même chose dans tout plein d'écosystèmes liés aux semi-conducteurs dans le monde entier. Et enfin, un impact plus large pour tout un écosystème avec des innovations managériales, et c'est aussi une opportunité pour laquelle en fait, on peut travailler conjointement sur les différents territoires qui sont concernés par les semi-conducteurs. On peut tout à fait innover en management et proposer ce que l'on appelle du prêt de main-d'œuvre ou de la mise à disposition de salariés lorsque on doit réallouer certaines compétences, mais ça, on pourra le développer, le dire un peu plus tard. Dernier slide enfin, Mourad va vous présenter la conclusion finale, puisqu'on a légèrement débordé sur l'horaire. Oui, alors, en fait, ce qu'il faut comprendre et retenir, si on avait quelques éléments à retenir, c'est qu'il y a une continuité. Quelles que soient les administrations américaines, les stratégies sont les mêmes. Celle de garder un leadership, mais surtout, notamment à l'initiative du président Trump, c'est de récupérer des savoir-faire et des technologies, quitte à en l'occurrence ou vider, ou bien à faire en sorte que ces mêmes entreprises soient un peu forcées. Et c'est là où l'apport de nos travaux est assez intéressant, dans le sens où
on avait un mode de fonctionnement d'un certain écosystème qui est chamboulé en quelque sorte par des directives et des législations prises par un des principaux acteurs globaux et porteurs justement de ce même marché libéral. La libre concurrence entre entreprises est désormais régulée et en l'occurrence elle est dépendante et elle dépend bien évidemment de stratégies dépendantes des États. Les deux États, donc États-Unis et Chine, ont tous les deux, au fur et à mesure, un peu comme un match de tennis, mis en place des textes de loi, des interdictions, des limitations, tout ça pour répondre à la bergère et faire en sorte de pouvoir garder le monopole et d'être en mesure de pouvoir continuer à se développer. Ces mesures d'empêchement, elles sont claires, hein, elles sont vraiment, et elles ont pour objectif d'empêcher la Chine et notamment de rattraper son savoir-faire et les technologies indispensables à une compétition globale. Et enfin, les impacts que vous avez évoqués, Ludivine, sont les suivants. Et maintenant, nous sommes ouverts aux questions. Merci à vous en tous les cas. Merci Mourad, merci Ludivine pour votre présentation. Donc, je vous propose, vu qu'on est un petit peu en retard, de prendre 4 questions. Et par contre, vous pouvez poursuivre après les questions. On a une petite pause café. Voilà. Donc, il y a une première question ici. Merci. Oui, bonjour, merci. Évidemment, on a envie de dire, mais et l'Europe dans tout ça, quoi? Est-ce qu'il y a encore une place dans ce match qui va ne faire que s'amplifier, si j'ai bien compris? Oui, l'Europe. Alors, bien évidemment, l'Europe a vu son rôle réduire fortement. Hein. On est passé de 20 à environ 7-8% dans le terme global, ce qui ne veut rien dire en soi, mais il existe, et là, c'est là où c'est assez intéressant, des entreprises qui ont des savoir-faire assez stratégiques. Ce sera d'ailleurs, c'est l'objet d'un deuxième de travaux subsidiaires sur lesquels nous avançons, mais des entreprises néerlandaises, quelques entreprises françaises. L'actualité d'ailleurs de l'installation de la nouvelle chaîne ici fait écho à ce que la question qui est posée. Tout simplement parce que ce que je peux dire là, sur cette thématique, c'est qu'on parle souvent de souveraineté. On a souvent tendance à dire il nous faut souveraineté. Les Chinois, eux, ne parlent pas de souveraineté. Ils parlent d'indépendance technologique. Cette indépendance, elle veut dire ce qu'elle veut dire. On peut la définir comme on l'entend, mais cette souveraineté, elle nécessite de pouvoir, entre guillemets, disposer de l'ensemble à la fois des savoir-faire, des normes, des régulations. Et la problématique, c'est que ces régulations ou bien ces entreprises dépendent de brevets, qui sont très souvent des brevets qui sont soit européens, soit nord-américains, qui peuvent être finlandais, qui peuvent être venir d'autres zones du monde. Et là, concernant la lecture chinoise, et après je reviens à l'Europe, on est dans une volonté d'indépendance. Et cette indépendance, elle est vraiment aussi, et elle accompagne cette notion de découplage, mais sans complètement le dire. C'est-à-dire que les Chinois vont faire un peu ce qu'ils ont fait pour l'aviation civile. Ils ont commencé par... en copiant l'Airbus qui est devenu le Comac C911, l'Airbus A320, ils vont commencer par la carcasse et ensuite petit à petit ils vont s'attaquer à l'ensemble des autres éléments. En Europe, on n'a pas cette volonté commune. La notion de souveraineté, d'indépendance est lue de manière très différente. Les moyens ne sont pas les mêmes. La capacité à influer sur les autres aussi. Et qui plus est, ces 2 dernières décennies, il y a eu de très nombreux partenariats qui ont été établis avec des entreprises notamment nord-américaines, asiatiques aussi, ou bien d'autres pays, le Japon, la Corée du Sud, qui ont créé ce que l'on appelle une interdépendance croisée. Donc quand on parle de l'Europe, ce qui pourrait être intéressant notamment de voir, c'est cette notion d'interdépendance croisée. On ne peut pas être indépendant complètement de partout. Néanmoins, en possédant des savoirs, des technologies, des brevets, il peut y avoir ici et là ce que l'on appelle un jeu d'équilibre qui amènerait à somme nulle, qui amènerait à des difficultés si éventuellement les Européens seraient demain, par exemple, la cible d'un baby Trump. Je ne sais pas. C'est comme ça et c'est une projection. Voilà. Mourad a tout dit, mais en gros... juste en une phrase, il faut que merci pour la question. Il faut en tout cas que l'Union européenne, et puis notamment la France, se réveille rapidement, là, c'est sûr. Oui, merci pour vos exposés. Je voulais savoir, vous ne parlez pas, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie bien plus importante au niveau mondial? On a vu que les accords de l'OMC
n'ont pas favorisé les États-Unis. Hein. Au contraire, la Chine s'est renforcée avec ces accords. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie bien plus importante qui est portée par les différentes institutions américaines? C'est la dollarisation, la monétarisation, vu que maintenant l'interdépendance a besoin d'une monnaie. Et évidemment, les Américains tiennent à leur dollar, à ce qu'ils dominent. Et les Chinois veulent potentiellement sortir avec ce qu'ils avaient constitué le Grand Sud, les BRICS. Mais en même temps, la Russie, est-ce qu'elle va continuer à rester alliée de la Chine? Puisque, qu'on le veuille ou non, après Poutine, la Russie a quand même un penchant, me semble-t-il, très important pour l'Occident que pour la Chine. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Première question, c'est, vous avez évoqué, il me semble que c'était le FMI, la Banque mondiale, l'OMC. Dans l'OMC, au fait, il y a ce qu'on appelle le DTS, le droit de tirage spéciaux, notamment, pour laquelle, notamment, l'administration Trump critiquait les États-Unis, concrètement, et en résumé, la Chine était considérée comme un pays en voie de développement. Et donc, dans le cadre de ses exportations et des marchés qui étaient les siens, l'avantage d'être, entre guillemets, un pays considéré comme un pays en voie de développement, c'est que vous bénéficiez davantage en termes de taux. Lorsque vous exportez vos produits, les taux sont plus bas, etc. Là, il y a eu une remise en cause de cet élément-là, concrètement, de la part du gouvernement américain, de l'administration américaine, en poussant la Chine à abandonner ce DTS, cet avantage DTS, et faire en sorte de reconnaître la Chine comme un État développé, non plus un État en voie de développement. Ça, c'est la première réponse. Deuxième, la question du dollar. Oui, elle est capitale, elle est centrale. Mais attention, le dollar a sa propre histoire. Il continue à être la monnaie la plus usitée, la plus utilisée dans le monde, 59%, 60% des échanges internationaux. Ça donne un avantage tacite, mais aussi des difficultés. Il y a tout un ensemble d'éléments. Le yuan, jusqu'ici, pour l'instant, n'est pas considéré, sauf pour quelques pays qui sont en difficulté au niveau du système international ou qui connaissent des embargos, ne sont pas utilisés. Le yuan n'est pas utilisé par un grand nombre d'acteurs. Par contre, ce qu'il est intéressant de voir, ça, c'est clairement le système que la Chine pousse au travers des BRICS, notamment via le concurrent du système SWIFT, en direction du Brésil, d'autres acteurs. Encore ici, une fois, quand on a plusieurs pays qui coopèrent ensemble dans le domaine de la monnaie ou bien dans le domaine du système qui pourrait concurrencer le SWIFT, donc le CAPS, le CIPS, aux Chinois ou bien la monnaie de référence, on est ici dans des difficultés à pouvoir porter un projet. Mais autre chose, la Chine ne représente que 4 à 5% des échanges internationaux, ce qui est très peu. Par contre, les agissements du gouvernement américain, notamment les droits de douane, l'utilisation forte, de manière assez importante, de l'extraterritorialité ou bien de menaces ici et là, ne pourrait, selon moi, à moyen et long terme, que pousser de nombreux États à peut-être se dissocier du dollar pour apporter d'autres moyens ou pour utiliser d'autres moyens d'échange. Je prends pour exemple, aujourd'hui, vous avez des États, pour éviter de passer par le dollar et ce principe d'extraterritorialité, qui vont échanger en monnaie locale. La Russie l'a fait, par exemple, dernièrement avec les Émirats arabes unis ou le Brésil. Vous payez le pays en question, le Brésil, par exemple, en roubles. Les Russes le payent en roubles quand ils achètent des produits. Et les Brésiliens, de l'autre côté, vont payer en réal des produits. Et les deux pays, les deux banques centrales, vont avoir des monnaies qui leur permettront d'aller investir dans l'immobilier, etc. Et bien évidemment, l'administration Trump n'est pas sans savoir que tous les comportements que vous mettez en œuvre, la législation, les législations, etc., auront des impacts sur le moyen long terme. Et troisième question, Russie-Chine, il faut quand même, quand on fait de la géopolitique, on analyse le temps long. On ne s'arrête pas sur le temps court. C'est-à-dire que président Poutine est là actuellement. Ce que l'on va regarder, on sait qu'aujourd'hui, à un moment ou à un autre, le président Poutine ne sera plus là. La guerre, à un moment ou à un autre, entre la Russie et l'Ukraine, s'arrêtera. Ce sera peut-être une paix froide, comme la Corée du Nord ou du Sud. Mais les personnes vont passer, et ce qu'il est important de voir, c'est la viabilité politique, la survie politique, les personnes qui entourent l'intelligentsia russe, comment est-ce qu'elle perçoit les choses, ce qu'il pourrait advenir aussi en Chine, au vu de la démographie. Donc tout un ensemble d'éléments qui peut porter à plusieurs supputations concernant les relations russo-chinoises, mais qui reste du domaine de l'analyse à moyen-long terme dans le domaine des relations internationales. Simplement une précision, c'est que la Russie, à elle seule,
détient 30% de toutes les réserves des matières premières. Et donc, c'est ça qui est central, et on sait qu'ils ne sont pas exploités vraiment. Alors, les réserves à ce jour, parce qu'il y a beaucoup d'autres réserves qui existent dans d'autres pays, dont on n'a pas encore connaissance de la teneur, des pays en guerre ou des pays qui n'ont pas encore donné l'autorisation à des compagnies minières d'aller exploiter leur sol, mais dont on découvrira par exemple demain des ressources. Qui aurait dit par exemple en Serbie il y a 5 ans que la Serbie était assise sur énormément de lithium? Qui aurait dit que en Algérie ou bien en Libye, on sait concrètement avec des analyses qui sont remontées de certains ministères qu'il y a des terres rares à foison. De la même manière, voilà, l'Arabie Saoudite est en train de découvrir qu'elle a d'autres richesses minières que le pétrole, etc. etc. Donc voilà, on est encore en phase de découverte. Les Japonais ont initié, lancé la première mine, premières extractions en haute mer des mines en terre rare. Et demain, vous savez, tout comme moi, que les zones de haute mer sont des territoires pour le moment qui n'ont aucune législation et sur lesquels beaucoup de questions, beaucoup de possibilités existeront. Donc voilà. Merci. Bonjour, j'avais une autre question. Je voulais revenir un peu sur le rôle de l'Europe dans le futur. Et pour se projeter dans le futur, ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder un peu dans le passé, parce que quand on regarde les échelles de temps, et en particulier en géopolitique, ce qui est intéressant, c'est de voir le temps long. Je pense que le fait qu'on soit spectateur maintenant de la scène et du conflit sino-américain est beaucoup lié aussi peut-être des décisions ou des non-décisions qu'il y a eu il y a 20 ou 30 ans. J'aimerais avoir votre avis, votre éclairage aussi sur ce volet-là, que ce soit sur la partie technologique, avec une époque des tendances vers le fabless dans le secteur du semi-conducteur, sur la partie économique, c'est-à-dire qu'il y a eu des lois aussi peut-être anti-concurrence qui sont mises en Europe, qui n'ont peut-être pas favorisé aussi l'émergence de grands leaders sur le continent, voire à l'international. Une autre question aussi sur le lien avec la partie historique. Peut-être que la construction de l'Europe et l'histoire de la Seconde Guerre n'a pas facilité aussi l'émergence d'un consensus. Donc, est-ce que vous pourriez nous apporter cet éclairage-là sur ce qui s'est passé il y a 30 ans, qui fait qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui et qu'on tire peut-être les leçons aussi de cette expérience-là, collégialement, pour prendre des bonnes dispositions pour l'avenir? C'est pas moi qui prends le micro, j'ai posé la question quand même avant de répondre. Non, c'est pas vrai. Alors, concernant l'Europe, oui, on sait aujourd'hui que forcément, quand on parle des stratégies toujours à rebours, dans le passé, on peut toujours critiquer, mais le problème, c'est que ce qu'il est intéressant de voir quand on fait de l'analyse historique, c'est les décisions qui ont été prises sur le moment donné et les raisons qui ont amené à ces décisions. Et on a tendance à dire, quand on fait de la prospective, qu'il faut toujours envisager le pire. Donc quand on va concrètement s'atteler à vouloir mettre en œuvre tout un ensemble de process, ou bien lancer ou donner des moyens à des industries, que ce soit les fabless ou bien d'autres éléments, c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure, il me semble, c'était le moment où cette mondialisation heureuse, entre guillemets, avec des parenthèses, ont amené à des choix. Il y a aussi cette notion de contrainte financière, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a cette notion de contrainte financière et ce constat aussi, il y a les capacités technologiques du moment, l'instant T. Est-ce que les moyens en R&D, les moyens en argent, dont on a de moins en moins malheureusement de subsides, nous permettaient de faire à l'époque? Et vous l'avez vous-même évoqué, quand on décide à 27 ou bien à 10, ou à 11 États, quand on a des industries qui sont des industries européennes qui traitent et qui fabriquent les semi-conducteurs, ça pose une problématique qui est celle de la gouvernance, qui est celle du partage des tâches, parce que l'Europe, malgré tout, et ça c'est important, il est important de le retenir, ça reste un ensemble d'États avec des intérêts propres, individuels, personnels, une stratégie peut-être commune, mais pour lesquels vous pouvez voir ici et là des incohérences ou bien de la compétition en interne. Pour compléter ce que vient de dire Mourad, c'est qu'en fait, en effet, le pouvoir est trop dilué. C'est bien, déjà à 5 ou à 7, ce serait compliqué de s'accorder, mais alors à 27 aujourd'hui, ou même à 20, c'est trop compliqué. Donc on a quand même loupé un cran.
Et cela corrobore la première question qu'on a eue au tout début. Il faut que l'Europe, enfin l'Union européenne et puis la France aient un sursaut, puissent se réveiller. Merci. Merci pour votre conférence. Voilà, vous avez vu les questions, vraiment c'était très passionnant. Je vous propose de poursuivre les questions parce qu'on a un petit café en bas, en salle Platinum. Vous pouvez également les revoir sur la chaîne YouTube de Giant. Je voulais également vous dire que le mois prochain, il va y avoir une autre conférence que je pense va être très passionnante, donc par Pascal Bousmar, expert en intelligence artificielle générative et formateur en prompt engineering chez Orange Recherche Grenoble. Et il va nous présenter l'IA au cœur du travail. Et voilà, et pour les prochains échanges, donc on se retrouve en salle Palladium pour un petit café. Merci.